Good morning friends, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va commencer une nouvelle petite série où je vais vous faire des longues vidéos dans un style podcast. L'idée étant que parfois pendant les lives, j'ai tellement des sujets, j'ai envie de vous en papoter de plein de choses, mais il arrive tellement des problèmes techniques. Donc là, c'est juste un petit papotage. Vous allez me parler dans les commentaires quand vous allez voir la vidéo. Il ne devrait pas avoir de problèmes techniques, j'espère. Je suis en train de regarder mes appareils autour de moi. C'est une année où il y a genre tout mon équipement qui rend un peu l'âme et je ne peux pas remplacer tout dans un coup. Mais il y avait tellement des bons achats qui m'ont duré des années, donc on va essayer de faire avec, on va faire au mieux. Et aujourd'hui, le sujet est les écoles au Canada, parce qu'on me pose les questions très souvent sur ça. Alors, on me pose plein de questions. Et il faut commencer avec le gros disclaimer que j'habite en Ontario, dans le sud d'Ontario. Les écoles au Canada, ça varie vachement leur façon de fonctionner et tout, selon la province et encore selon la ville. Et encore, parfois dans une même ville, surtout si c'est une grande ville, vous avez parfois plusieurs districts des écoles différents, genre les écoles catholiques versus les écoles anglophones versus les écoles catholiques francophones versus les écoles... c'est quoi le mot en français? La laïcité, c'est quoi le mot? Punaise! Les écoles qui sont pas religieuses, tu vois, juste publiques, mais francophones, vous avez beaucoup d'options et tout ça, ça peut changer, ça peut varier. Donc cette vidéo, ça va parler de mon expérience. Et si vous avez eu une autre expérience au Canada, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Le but est d'aider les gens qui vont aller au Canada, qui vont y vivre, qui commencent peut-être dans ce nouveau système où rien n'a du sens, ils sont complètement confus, comme moi j'y étais quand j'ai envoyé mes enfants à l'école en France. Il y avait plein de choses que je n'ai rien compris au départ. Ça va mieux maintenant, un peu. J'ai toujours pas compris le système des années en France. Genre, je sais qu'il y a les petites, moyennes et grandes sections, ça je comprends très bien. Et puis après, vous avez genre des lettres CE1, CE2, CM1, CE2. Je sais pas à quel âge ça correspond. Et puis vous commencez un compte à rebord, tu sais, un compte en l'envers. 6, 5, 4e, 3e, jusqu'à première. Et puis c'est pas la dernière année, par contre, c'est terminale la dernière année. Donc pour moi, c'est en tant qu'étrangère, le système français, comment ils nomment les différentes classes, ça prend un moment de l'apprendre. Voilà, c'est pas très clair. Et j'imagine c'est pareil pour les Français qui viennent au Canada. Donc, on va parler un peu des choses qui sont un peu basiques, qui sont similaires de partout. Et je vais surtout parler de mon expérience. Et je veux que ça donne le même vibe que si vous étiez en train de parler avec votre copine qui a déménagé au Canada. Vous prenez en compte que peut-être son expérience ne serait pas la vôtre, mais ça peut vous donner une idée de quelles questions poser à l'école quand vous arrivez sur place, quelle chose pourrait être considérée comme normale ou attendue dans certaines régions. Et il y aura, j'espère, moins de surprises, mais surtout moins de mauvaises surprises, si on en parle avant. Donc, première chose, je viens de vérifier avant de faire la vidéo, mais pour l'année 2022, les écoles au Canada, ils ont été aux 4e place dans le monde. Vraiment, c'est un pays où nos écoles, ils sont toujours très hauts. Ils sont toujours 3, 4, 5, quand on fait les qualifications les rangs des écoles. Les États-Unis et la France, pour référence, sont souvent tête à tête, vers 16 ou 26, selon la source que vous regardez. Mais souvent, au niveau comment ils vont les classifier, ils vont mettre les États-Unis, les écoles aux États-Unis et les écoles en France à peu près au même niveau. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. J'ai eu un commentaire une fois de quelqu'un qui n'était pas contente que je dise ça souvent. Vous voyez ce que je veux dire? Et elle n'était pas contente. Elle disait, bah, si, on comprend, il faut que tu aies plus de confiance en toi. Mais en fait, ça fait que si je dis quelque chose qui n'était pas très clair, et tout le monde est là, genre, j'ai moins de commentaires méchants quand je dis comme ça, parce que c'est une petite phrase qui montre que je me rends compte que c'était peut-être pas très clair, ça montre un peu de humilité, et du coup, les gens, ils me reprennent plus doucement que si je le dis pas. Je sais que c'est bizarre, mais c'est une petite habitude que j'ai pris parce que ça fait en sorte que j'ai des commentaires plus gentils, plus bienveillants et plus patients par la suite. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est vrai que je devrais le dire un peu moins souvent quand même, parce que maintenant je le dis un peu trop. Bref,
Du coup, quatrième dans le monde, c'est qui est pas mal déjà. Vous allez avoir des expériences vachement différentes selon l'école où vous êtes. Quelque chose, je m'attendais pas du tout, parce qu'on ne fait pas ça aux États-Unis, ou on ne le fait pas là où moi j'ai habité aux États-Unis. Et mais il paraît, il y a de plus en plus d'écoles qui commencent à faire ça. C'est que dans certaines écoles, encore pas toutes, c'est vraiment au hasard, l'école va fournir tous les besoins de votre enfant. Donc, vous n'allez pas avoir besoin de venir à l'école avec plein de stylos, plein de crayons, plein de papiers, des fichiers et tout ça. Non, c'est pas nécessaire. C'est l'école qui va les donner aux élèves en fait. Ce qui est très 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 pratique parce que déjà pour les élèves qui ont vraiment pas les moyens de s'acheter une grande liste d'affaires, c'est bon, on enlève la pression comme ça. Il n'y a pas Suzy qui a toujours les trucs de première marque qui sont trop jolis. Et puis on a Suzanne à côté qui, elle a toujours des trucs utilisés à moitié cassés de son frère l'année avant et que elle a toujours le sous-marque et on se moque d'elle. Non, tout ça, cette différenciation de classe au sein d'une classe, on enlève tout ça. On enlève cette pression complètement. Les profs, ils arrivent comme ils achètent en vrac des prix très très intéressants, plus intéressants que ce que les parents ils peuvent avoir en magasin. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais je sais que nous, par exemple, quand j'étais aux États-Unis, parfois on avait les listes des fournitures qu'il fallait amener à l'école. Mes parents, ils se sont cassés en deux pour pouvoir acheter toutes les fournitures pour 5 enfants. Et parfois, il y avait genre un quart des produits qu'on n'utilisait même pas. C'était genre les profs espéraient qu'on allait pouvoir les utiliser. Mais fin de compte, ça s'est pas arrivé. Donc, avec ce système où ils achètent toutes les fournitures, c'est vraiment au top parce que déjà, tous les élèves, si vous êtes prof, c'est top parce que vous allez arriver en classe la première journée, sachant que tous vos élèves auront tout ce qu'il leur faut. Vous n'allez pas avoir des élèves qui sont grondés parce que leurs parents n'ont pas pu payer certaines fournitures. On ne va pas punir les enfants parce que les parents n'ont pas acheté, je sais pas, les cahiers corrects ou je sais pas quoi. Donc c'est top parce que vous, le prof, vous avez choisi exactement ce qu'il vous fallait pour subvenir aux besoins de vos élèves pour l'année. Et ça va correspondre parfaitement. Et si à la fin de l'année, il y a des choses que vous n'avez pas eu le temps de l'utiliser, vous pouvez toujours les garder pour l'année prochaine. C'est jamais vraiment perdu. Alors quand c'est les parents qui achètent tout, parfois il y a des choses qu'ils achètent qui étaient proches, mais c'est pas vraiment ça, c'est pas vraiment correct. Beaucoup de gaspillage, des produits que finalement personne n'a utilisé, ou si les parents ils ont acheté toutes les cahiers mais dans le mauvais taille ou un truc comme ça. Bref, vous me comprenez. Oh, on est déjà à 8 minutes, punaise. J'ai parlé de fourniture pendant 8 minutes. Oh my gosh, Patricia, il faut il faut revoir les choses. Bref, du coup, ça c'est quelque chose que si ça arrive à votre école, c'est vraiment chouette. Il ne faut pas hésiter de demander s'il y a une liste ou si vous allez avoir ce système-là. Euh, Sinon, les listes, ils vont être assez clairs et souvent, ça vaut le coup d'attendre leur rentrée pour acheter les produits parce qu'ils sont beaucoup, beaucoup, beaucoup moins chers à leur rentrée. Même moi, leur rentrée, même si on n'a pas besoin de fourniture pour nos enfants ici, j'achète là tous leurs crayons, les feutres et tout ça pour mettre dans leurs chaussettes de Noël pour les cadeaux pour plus tard dans l'année parce que les prix sont vraiment très intéressants à ce moment-là. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre si vous allez venir avec vos enfants à l'école? Euh, Dans l'école où ils vont, mes enfants, ils parlent beaucoup de l'harcèlement, comment prévenir contre le harcèlement. Si vous voyez quelqu'un qui est harcelé, comment répondre, comment ne pas être un harceleur, quelles sont les choses que les harceleurs font qui ne sont pas bien et tout pour que les élèves ils sachent que voilà, ce sont les comportements qui ne sont pas du tout le bienvenu à l'école. Et c'est quelque chose que j'apprécie énormément. J'ai une critique à faire, par contre, je viens de penser, parce que je parle beaucoup, je jette les fleurs là pour le système. Il y a bien sûr des gros problèmes. Si vous suivez les politiques au Canada, on aura peut-être des soucis à se faire dans l'avenir avec les profs qui partent en grand nombre de leur boulot parce qu'ils ne soutiennent plus les conditions de travail. Donc ça, c'est très négatif. Mais on a aussi... c'était quoi déjà? J'ai fait toute cette disclaimer et j'ai oublié le gros négatif que je voulais dire. Oh, le pandémie. Oh, par contre, c'était vraiment ce qu'on appelle en anglais un shit show, les écoles.
de mes enfants pendant la pandémie. Ils étaient dans une école au début de la pandémie et dans une autre à la fin. Et dans les deux cas, je crois sincèrement que tout le monde a fait le mieux qu'il pouvait. Genre, je blâme pas du tout les profs ou les écoles ou quoi que ce soit, mais c'était absolument un shit show. J'en parlais avec n'importe quel parent après par la suite. Tout le monde était d'accord que c'était vraiment n'importe quoi. Mon fils qui était genre en moyenne section, s'il répondait pas correctement aux questions, il se faisait un peu, on lui a repris un peu. Et j'étais là, mais il a 4 ans, il n'a pas envie de regarder un écran pendant 4 heures où c'est juste une prof dans sa maison en train de montrer un PowerPoint. Pendant 4 heures, les enfants de 4 ans, ça leur intéresse pas. C'est pas possible. Même moi, je faisais pas attention après les premières 20 minutes. Du coup, les profs, elles faisaient le mieux qu'elles pouvaient. Je dis elles parce que les profs de mes enfants étaient des femmes. Mais ils, de manière générale, je suis vraiment sûre que beaucoup de profs ont fait le mieux de ce qu'ils pouvaient. Oh, mais punaise, qu'est-ce que c'était lourd! Qu'est-ce que c'était pas chouette! Et ça, j'avais peur. J'avais peur pour quand ils commencent l'école. Aussi, les différents types d'écoles selon là où vous habitez. Si vous êtes dans le parti anglophone du Canada, il y a une loi ou un système qui protège si vous avez un certain nombre de familles francophones dans la ville où vous habitez, ils sont obligés d'avoir les écoles en français pour eux. Donc, ici, par exemple, à London, Ontario, les différents types d'écoles qu'on a. On a l'école publique laïque, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, anglophone, les écoles publiques laïques francophones, qui est un autre district, c'est genre un autre, c'est pas les mêmes dirigeants des deux systèmes laïques. Vous avez le système catholique francophone qui, il me semble, c'est public aussi, mais c'est pas laïque. Et vous avez encore public, catholique, anglophone. Et puis vous avez ce qu'on appelle l'immersion française. Et l'immersion française, c'est entre ces premières deux options-là. Donc, vous avez en principe la moitié de la journée, les enfants, ils apprennent tout en anglais. Et la deuxième moitié de la journée, toute leur classe, tout ce qu'ils apprennent, tout ce qu'ils apprennent. Pardon, c'est en français, j'arrive pas à parler. On va arriver. Mais voilà, ça c'est chouette. Du coup, il y a beaucoup d'options selon comment votre famille est composée, selon là où vous habitez aussi. Parfois, il y a des parents où ils sont juste à côté d'une école anglophone, mais ils essaient de leur envoyer leur enfant à l'école francophone parce que c'est d'une meilleure qualité et vice-versa. Donc, c'est vraiment un gros avantage parce que si jamais vous avez un problème avec une école pour laquelle vous êtes censé d'y aller, vous pouvez plutôt facilement échanger et prendre la place dans une autre école. Il y avait des écoles, des enfants dans la classe de ma fille l'année dernière. Elle a été super proche avec eux et ils sont partis cette année pour aller dans une école catholique. Donc ça, c'est une possibilité. Mais c'est bien, je trouve, quand tu es parent, d'avoir des options. Parce que quand on te dit que tu vas vivre dans un truc trop loin et trop nul, et c'est décourageant si tu n'as pas d'autres options. Donc voilà. Ça, c'est plutôt chouette. C'est quelque chose que j'apprécie ici. Et ça va dépendre. Par exemple, si vous habitez dans une petite ville perdue où il n'y a pas des familles francophones, vous risquez pas d'avoir autant d'options. Je ne sais pas si au Québec, il y a beaucoup d'écoles anglophones. Ça m'étonnerait quand même. J'imagine dans les grandes villes, oui, mais dans les petites villes, je serais très surprise. À Québec, c'est différent. Il y a beaucoup de lois qui s'appliquent à Québec, qui s'appliquent nulle part d'autre dans le Canada. Et c'est toujours intéressant quand j'apprends les petites choses. Mais ils ont aussi des très bonnes écoles. Et de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai pu lire, le Québec, c'est très bien pour les personnes qui ont les familles parce qu'ils ont un taux de vieillissants, des personnes qui vieillissent, qui est assez élevé. Ils essaient d'attirer les familles et d'encourager les jeunes d'en faire des enfants en faisant en sorte qu'il y a plein de programmes qui sont implémentés qui ne sont pas forcément vus dans d'autres provinces. Donc ça, c'est vraiment chouette. Autre chose qui va être chouette là, il y a deux choses qu'ils ont implémentées récemment. La première, c'est que les soins dentaires au Canada, c'est hallucinant. OK, donc la dernière fois,
Mes enfants, ma fille n'avait rien, avait des dents parfaites, et mon fils avait une petite carrée, pas très profonde, juste une petite. Donc, pour soigner les dents de mon fils, de faire la vérification des dents de ma fille, juste pour voir si elle avait des carrés ou pas, on a payé plus de 500 $. Et ça, c'est quand plus ou moins tout allait bien. OK? Donc, imaginez si vous avez des problèmes des dents, combien ça va vous coûter. C'est hallucinant, mais ils ont implémenté pour les familles qui gagnent moins de 90 000 $ et qui n'ont pas d'assurance pour les dents avec leur boulot. Maintenant, ils peuvent faire justement une demande sur le site du CRA et le gouvernement leur donne plusieurs centaines de dollars. J'oublie le montant exact, j'aimerais pas vous dire une bêtise, mais par enfant, vous avez un paiement qui est censé aller directement pour payer pour leurs soins dentaires. Donc ça, c'est bien. J'espère que ça va bien évoluer, qu'ils vont trouver un système qui fonctionne bien. Ils aimeraient bien avoir les soins dentaires qui sont plus ou moins universels ici, un peu comme ils font avec la santé, mais à voir si ça développe réellement. Et puis l'autre chose, c'est qu'ils essaient d'implémenter un système où les préscolaires, le daycare, donc tout ce qui est crèche, garderie et tout ça, que ça ne coûte que 10 $ par jour, parce que pour le moment, avant qu'ils ont commencé à faire ce nouveau programme, où les prix étaient hallucinants. C'était facilement, si vous allez mettre votre enfant à temps plein dans une crèche, vous allez facilement payer plus de 1 800 $ par mois. Après, vous avez un petit, vous pouvez les déclarer combien vous avez payé pour ça sur vos impôts et vous aurez une petite réduction de cotisation d'impôts, mais c'est pas suffisant. Et pour encourager les familles d'avoir plusieurs gamins, je peux vous dire que si il vous coûte 1 800 $ par mois, par enfant, pour les mettre à la crèche, vous n'avez pas forcément envie d'en faire trois, quoi. Ça commence à faire très, très, très cher par mois. C'est pas possible pour la majorité des familles au Canada. C'est juste, c'est hors de budget. Et donc, c'est bien qu'ils font quelque chose. Surtout le Canada, ils aimeraient que les taux de naissance, ça augmente. C'est quelque chose qu'ils souhaitent pour l'économie. Donc, voilà. Des choses qui évoluent. Sinon, on était surprise par la qualité des aides qui sont disponibles pour les enfants à handicap comparé à la France et aux États-Unis. Ça, bien sûr, c'est vraiment encore quelque chose qui dépend vachement selon la région, selon l'école où votre enfant va être et tout ça. Mais il y avait un petit garçon dans la classe de mon fils l'année dernière qui avait avec lui, je ne sais pas combien d'informations je pourrais donner parce que ça va pas sur sa vie privée, mais juste pour illustrer à quel point on prend bien soin de lui. Mais il a un handicap qui est assez prenant. Il a besoin que quelqu'un l'aide même à aller aux toilettes et tout. Il est vraiment très, très dépendant. Et ils ont une prof supplémentaire qui se passe toute la journée avec lui. Ils ont aussi énormément dans leur école, hein, les enseignantes de ressources qui vont vraiment aller au-delà de ce qui est attendu dans d'autres écoles, plus que ce que j'ai pu voir dans d'autres écoles, pour les aider à... Ils ont même une salle entière qui est complètement dédiée aux expériences sensorielles. Donc pour les enfants qui ont peut-être un TDAH ou qui ont d'autres problèmes neurologiques où ils ont besoin de stimulation, peut-être toucher des ballons à des textures différentes pendant qu'ils fassent leur travail et tout. Des listes, des exceptions qui feront pour votre enfant si jamais il y a un handicap, c'est un truc énorme. Et j'en ai parlé avec la mère de cet enfant, du coup, dans la classe de mon fils. Elle disait, elle était tellement reconnaissante, c'était un truc énorme. Elle a eu vraiment, vraiment, vraiment eu de la chance qu'il soit dans cette école où on s'occupe tellement, tellement bien. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent et disent que ce système devrait encore s'améliorer. Et je suis d'accord, les systèmes peuvent toujours s'améliorer. Mais je suis quand même très reconnaissant pour beaucoup des avantages qu'ils ont à l'école actuellement. C'est bien. Je vois des choses qui me fait très plaisir et c'est vraiment cool à voir. Ça fait bien plaisir. Donc, j'aimerais que si jamais vous allez amener vos enfants pour aller vivre au Canada, je voudrais pas que vous ayez trop, trop de stress. Il y a beaucoup des programmes en place.
c'est 4 dans le monde. Mais pourtant, hein, c'est pas juste les choses où tu vas mémoriser plein de choses, où les enfants vont sortir des génies parce qu'on va leur faire mémoriser, répéter, 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 répéter. Mais ils ont vraiment une façon complètement nouvelle pour apprendre aux enfants les mathématiques et tout ça. Mon fils a 4 ans, il était en train de faire les multiplications. Genre des choses très simples, mais j'étais là avec le bouche bée. Et mes deux enfants, les maths, ça c'est leur sujet préféré à l'école. Mais quand je vois leur devoir des maths, c'est genre first grade, second grade, donc les années tout petits, c'est des maths très très simples. Mais quand je leur montre mon travail, comment je fais pour y arriver à la réponse, on me regarde, mes enfants, comme si je comprenais rien. On dit, mais c'est pas comme ça que tu résous un problème. Ils ont complètement autre système maintenant de quand nous, on était plus jeunes. Et ça, c'est chouette à voir aussi. Je sais pas encore si ils ont ce système dans d'autres pays. Peut-être bien. Vous allez me dire si vous avez plus de connaissances, mais c'est très, très interactif. Je sais pour... ah oui, j'allais vous dire pour les niveaux. Du coup, plutôt que d'avoir genre CM1, CE2 grand section, blablabla, vous avez des années qui sont techniquement genre préscolaires, ou vous appelez ça kindergarten, ok? Kindergarten, c'est en français, vous avez jardin des enfants et la maternelle, on va dire comme ça. Certaines écoles, ici, certaines régions, vous commencez l'école à 4 ans et dans d'autres régions, vous commencez à 5 ans. Donc, si les 5 ans, c'est le senior kindergarten, le jardin des enfants, et les 4 ans, c'est le maternelle ou junior kindergarten en anglais. Après ça, après les 5 ans, après cette année c'est passé, vous commencez, c'est 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'au 12e année. Donc, première année, deuxième année, troisième, vous comprenez le truc. Première année, ça correspond à 6 ans et ça continue. Et normalement, la dernière année, c'est 12e. Ils parlent ici en Ontario à un projet que j'ai jamais entendu parler à ça. J'ai jamais entendu parler de ça. Ça s'appelle la 13e année. Et c'était une année supplémentaire qu'ils avaient dans le passé. Et ils pensent à peut-être le remettre vu qu'il y avait beaucoup des élèves qui ont pris du retard avec COVID. Et l'idée, c'est que vous avez une année supplémentaire pour être à l'école, pour vous préparer pour justement la vie à l'université. Si vous ne sentiez pas super prêt, si vous n'étiez pas sûr qu'est-ce que je veux vraiment étudier, vous pouvez rester cette 13e année, avoir une charge de classe qui est plutôt relaxe. Tu peux avoir un boulot aussi à côté. Et ça vous permet d'avoir juste un peu plus de temps pour être prêt et peut-être améliorer vos notes avant d'aller à l'université. Donc, ça, c'est une option qui était, même de ce que j'ai entendu des personnes de mon âge, c'était super bien vu et beaucoup des personnes qui l'ont fait à l'époque, ils ont bien aimé. Donc, j'espère que quand mes enfants, ils auront à cet âge-là, qu'ils pourraient avoir cette option aussi parce que pour moi, le plus qu'il y a d'options et de flexibilité dans l'apprentissage, le plus qu'il y a la possibilité de réussite. Voilà. Donc, j'espère que vous avez apprécié cet épisode de la podcast, mon podcast. Et je vous aime très fort et j'ai hâte de vous voir dans une autre vidéo. Ciao, ciao!